Morning, ladies and gentlemen. It is 9:30 a.m. The shower is not open. We wish you a great day. Bonjour, aujourd'hui je vous emmène au salon Maison et Objets, sans images, uniquement avec le son, pour rencontrer les marques sur leur stand, rencontrer les designers et découvrir leurs histoires. Je suis sur le stand de Moustache avec Stéphane, qui est un des cofondateurs de la marque et directeur artistique. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, il y a un truc qui m'intrigue, c'est donc il y a votre logo, Moustache, et à côté on a le logo de la SNCF. Qu'est-ce que c'est vous vous lancez dans les trains ? Alors non, on ne se lance pas dans les trains, mais en fait on a développé un projet avec SNCF, un projet de lampe qui s'appelle la lampe TGV, qu'on coédite avec la SNCF. Donc aujourd'hui, vous êtes sur le stand de Moustache et d'SNCF, sur lequel on montre le fruit de cette collaboration et de cette coédition. C'est une lampe qu'on retrouvait avant dans les TGV. En fait, c'est une lampe qui a été dessinée par Yona Vautrin pour le TGV Océane qui relie Paris à Bordeaux, qui est déjà installé dans les trains depuis décembre 2017 et qu'on a lancé à Milan avec SNCF, Moustache et SNCF, dans sa version domestique. Donc, en fait, on vend aujourd'hui à des points de vente, des magasins, une lampe identique à celle qu'on peut trouver dans le TGV. Et le prix public ? C'est 295 €. C'est une lampe fabriquée en France. Elle est fabriquée par Alstom avec une technique très inhabituelle pour l'industrie du luminaire parce qu'elle est très coûteuse à mettre en œuvre. C'est de l'injection d'aluminium. C'est un produit extrêmement pérenne qui a une qualité et définition absolument extraordinaires. On va parler un petit peu de Moustache, tout court. Ok. Alors Moustache, c'est une maison d'édition qui aura bientôt 10 ans, dans laquelle on essaye de promouvoir des objets qui ont un caractère innovant et on essaye avec une espèce de valeur culturelle relativement élevée et on essaye de les proposer à des prix les plus attractifs possibles et les plus démocratiques possibles. Donc en fait le pitch de Moustache ce serait vraiment une collection d'objets avec une valeur culturelle élevée mais à un prix modéré. Et l'objet emblématique, je pense que c'est la chaise Bold de Big Game, je ne me trompe pas ? Oui, alors c'est vrai que c'est un de nos best-sellers. C'est aussi un des projets qui faisait partie de la toute première collection il y a 9 ans. Elle a intégré quasiment toutes les collections nationales de design du monde. Et c'est aussi un merveilleux produit parce qu'il se vend extrêmement bien et qu'il est toujours actuel aujourd'hui alors qu'il a déjà 9 ans. Alors je pourrais me lancer à essayer de la décrire, mais je pense que vous allez le faire mieux que moi, alors essayez d'expliquer. Alors en fait, c'est une chaise qui est dans la tradition de la chaise en métal cintré, mais c'est-à-dire de métal courbe, et qui apporte son confort en fait en venant expanser autour de son tube en métal une mousse qui ensuite est recouverte par une chaussette qu'on peut changer quand on en a marre de sa couleur ou quand elle est sale. C'est une chaise extrêmement simple, très graphique, qui parfois est perçue comme une chaise étrange parce qu'en fait on s'assied sur un trou et en fait il y a une espèce de gap entre le confort qu'elle semble proposer et le confort réel quand on s'assied dessus. Oui, Qu'elle apparaît pas forcément comme une chaise confortable et pourtant c'est une chaise extrêmement confortable. Oui, elle est perturbante. Quand on la voit comme ça, on est presque mal à l'aise, on va dire, à l'idée de s'asseoir dessus. Ouais, on a d'ailleurs mis beaucoup de temps à la faire entrer dans la tête des gens qui étaient un peu rétifs à l'idée de s'asseoir sur cette chaise. Et puis avec le temps, en fait, les gens s'y sont habitués, se sont assis dessus. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu un de nos meilleurs produits dans la gamme Moustache. Et un classique, je pense un classique du design. Ouais. Bonjour Alexandre, bonjour Claudia. Bonjour. Vous venez de lancer la fabrique particulière.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à ce sujet? Qu'est-ce que vous faites? Voilà, alors la Fabrique Particulière, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le mobilier personnalisable. Et pour notre toute première collection, on a décidé de réinterpréter un grand classique du mobilier, qui est la chaise. Alors, le principe est très simple. On a 3 éléments, 3 dossiers à choisir, 3 piétements qu'on peut choisir et 2 types d'assises. À partir de ces éléments-là, on mix and match et on se crée sa propre chaise. Ce qui fait un total de combien de combinaisons? Alors, il y a les formes et ensuite il y a le choix des finitions. Et au total, on obtient 278 combinaisons possibles. Vous aviez dit qu'il y avait des pièces qui étaient faites en impression 3D sur les chaises? Voilà, exactement. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est de marier les techniques traditionnelles artisanales. Donc on a de l'ébénisterie, ce qu'il y a de plus traditionnel. Et puis on a des pièces de liaison qui sont en impression 3D qui permettent justement cette souplesse d'adaptation des différents éléments les uns avec les autres. Donc les pièces imprimées en 3D servent notamment à relier le dossier au piétement. Donc le gros avantage de ça, c'est qu'on peut faire des petites séries. Exactement, sans avoir à investir dans des moules d'injection plastique qui sont extrêmement coûteux. Et l'impression 3D, du coup, vous la réalisez vous-même ou vous avez Alors, une entreprise l'impression 3D, je la réalise moi-même pour ce qui est de la mise au point des prototypes. Et ensuite, on passe par des professionnels qui, eux, ont un équipement beaucoup plus performant et qui ont une production aussi beaucoup plus rapide et fiable. Voilà. C'est-à-dire que pour les prototypes, on va passer plus par du dépôt de fil. C'est une technologie peu coûteuse qui permet d'être très précis. En revanche, ensuite, quand on passe à de la production, on va avoir besoin d'être beaucoup plus sécurisé et d'avoir des pièces très robustes. Et là, on va passer sur des technologies de SLS, donc des technologies laser, qui vient polymériser, là en l'occurrence, une poudre de polyamide. Donc, ce sont des des plastiques extrêmement résistants et qui remplissent parfaitement leur rôle dans ce cas-là. Bonjour Yelena. Bonjour. Donc vous travaillez pour Maison et Objets. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous faites pour Maison et Objets? Alors je suis au département communication et donc je suis en charge de la presse française et internationale et du plan média. Et donc sur le salon, je m'occupe également du service de presse et donc de l'accueil des journalistes qui viennent du monde entier. On a presque 2700 journalistes qui passent sur le salon. Ils ne viennent pas tous dans le service de presse, mais il y en a quand même beaucoup qui passent par le service de presse et donc on leur donne toutes sortes d'informations concernant par exemple la réorganisation du salon ou des événements qui peuvent y avoir, les conférences et plein d'événements qui se déroulent sur le salon et autour du salon et aussi sur la Paris Design Week qui est un événement grand public en parallèle du salon Maison et Objets. D'accord. Donc pour expliquer un petit peu l'espace presse, donc c'est un espace qui est réservé à la presse où il y a un espace de restauration, il y a des tables pour travailler, il y a des attachés de presse qui sont disponibles pour aider les journalistes. Exactement. Et aussi, on a développé un nouveau concept qui s'appelle le speed dating et c'est quelque chose qui marche très très bien. On organise en fait presque deux matins de suite un speed dating, c'est-à-dire qu'on convie des journalistes et des exposants. Donc en fait, c'est une rencontre entre 20 journalistes et 20 exposants. Ils peuvent se parler. Chaque exposant a environ 6 minutes pour convaincre un journaliste de leur produit. Et c'est un format qui marche très très bien parce qu'en 1 heure, les journalistes voient pas mal d'exposants et pas forcément ceux qu'ils auraient vus sur le salon. Donc c'est un format nouveau et qui marche très bien, surtout pour la presse internationale.
Donc la presse internationale, justement, on a quoi comme nationalité qui viennent visiter Maisons et Objets? Alors on a vraiment de tout. On a aussi bien des Asiatiques que l'Amérique latine. On a toute l'Europe du Nord et toute l'Europe du Sud, Espagne, Italie. On a aussi la Belgique, l'Angleterre. On a même la Bulgarie, la Russie, l'Ukraine. Donc vraiment pas mal de pays du monde entier. Et ces journalistes viennent pendant les 5 journées du salon ou... Non, les journalistes viennent souvent 2 à 3 jours, ça dépend. Ceux qui sont le plus éloignés passent quand même 3-4 jours sur le salon. Les autres passent 2 jours, mais très intenses. On a un programme de la presse qu'on organise aussi pour eux. Donc on essaye de leur faire visiter le maximum de choses pour optimiser leur visite. On leur indique les endroits qui sont stratégiques du salon. On leur fait une visite du salon et on leur donne toutes sortes d'informations afin qu'ils puissent rapidement arriver à avoir le plus d'infos et voir le plus de choses sur le salon et même en ville. La Paris Design Week, par exemple, on les embarque dans un car et on les emmène pour qu'ils visitent les lieux dans Paris, et parfois on leur organise aussi un dîner ou un cocktail dans un showroom parisien. Ok, merci Yelena. Merci. Là, ce que vous venez d'entendre, c'est une carafe sifflante. Quand on verse de l'eau, donc elle siffle. Donc, bonjour Victor, bonjour. Est-ce que tu peux me parler donc de ce projet? Oui, donc tout à fait. C'est un projet d'inspiration précolombien. On est 2 designers sur le coup, Pierre Charrier et moi-même. Et on s'est inspiré donc de vases, de contenants qui avaient un système à bascule. Donc qui servait du mouvement de l'eau et pour faire sortir l'air à travers des conduits que des civilisations anciennes telles les motiers façonnaient sous forme de sifflets. Et donc ils s'en servaient pour reproduire des sons d'animaux qui pour eux le son était la manifestation de l'esprit. Donc ils utilisaient ces carafes à but pour des cérémonies ou des rituels. Et donc avec Pierre, on a voulu s'inspirer de ce système-là, le simplifier et sortir un objet de service, donc une carafe. Voilà. Et donc c'est un objet qui est vendu 95 € prix public, c'est ça? C'est ça, 95 € prix public. Et où est-ce qu'on peut l'acheter? On peut l'acheter directement sur le site de Moustache. Donc, c'est une carafe qui sera éditée par Moustache. La vision que je donne du salon Maisons et Objets lorsque je fais une vidéo est vraiment très loin de retranscrire le salon en entier. Et puisque Maisons et Objets, on trouve de très nombreux univers. Moi, la plupart du temps, je mets en avant l'univers du moderne, des marques que j'aime, des marques comme Vitra, Tipto, Wood, donc vraiment les choses que j'ai l'habitude de partager sur mon blog. Mais le salon Maisons et Objets, c'est bien plus que du mobilier. Il y a aussi un univers qui est complètement dédié à l'art de la table, qui est l'univers Cook and Share. Je suis en train de traverser actuellement. Donc on voit des marques françaises comme l'Atelier du Vin, on voit des marques comme Alessi. Là je passe devant le stand de Eva Solo. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. C'est quoi ce bruit? C'est la pompe du mobilier design Mojo, qui est des mobiliers gonflables, qui va aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Donc c'est du mobilier, pour expliquer un petit peu, qui pourrait faire penser à un matelas gonflable. Bon, c'est un peu réducteur la façon dont je le présente, parce que quand on voit le résultat, on voit que c'est très abouti et qu'il y a un design qui est vraiment très réussi. C'est vraiment un de mes coups de cœur du salon. Voilà, c'est des produits très très design, avec des lignes très modernes, très contemporaines, ou des lignes un peu vintage. La différence par rapport à du mobilier gonflable que je dirais classique, c'est qu'on a su amener des structures métal et des structures bois qui donnent toute une qualité à notre mobilier. Comment vous est venue l'idée de créer ce mobilier gonflable ?
L'idée nous est venue puisque je travaille pour une boîte de marketing et design et l'idée était de créer un produit qui soit différent de tout ce qui existe pour montrer à nos clients qu'on pouvait innover et faire des choses qui étaient différentes. Donc on a pris une feuille blanche, on s'est mis un cahier des charges très compliqué et on a essayé au travers de ce cahier des charges de répondre à toutes les contraintes possibles, un produit qui se transporte, un produit design, un produit accessible, un produit modulable, un produit transportable et toutes ces contraintes ont fait qu'on a créé Mojo. Donc c'était une démonstration en fait de votre savoir-faire marketing et vous aviez prévu de le sortir au début ou... Au début on l'a fait pour se faire plaisir, pour se faire notre pub et devant le succès au mois de mai, on a décidé, puisque c'est tout jeune Mojo, on a décidé de le lancer officiellement et de le commercialiser. Donc voilà, aujourd'hui ça va être vendu dans le monde entier, c'est vraiment un succès, ça plaît à énormément de monde, les décorateurs, les architectes, les magasins de déco, les professionnels de l'hôtellerie, beaucoup de gens ont trouvé, c'est un produit qui apporte le sourire, la bonne humeur, qui est un produit qui est différent de tout ce qui existe et qu'il faut regarder, qu'il faut aller voir parce que c'est un produit qui donne en effet le sourire et la bonne humeur. À quelle date vous avez décidé de venir présenter le mobilier sur Maison et Objets ? On a décidé de faire ça au mois de juin, je crois, au mois de juin. Et là, on va faire Maison et Objets du mois de janvier. Et on va faire des salons divers et variés. Maintenant, c'est parti, il faut communiquer, il faut se montrer et il faut lancer. Et là, Maison et Objets, qu'est-ce que ça vous a apporté déjà ces 4 premiers jours ? Énormément de visibilité, beaucoup de rassurance pour nous puisque beaucoup de magasins veulent implanter notre produit et énormément de distributeurs à l'étranger, tous veulent implanter le produit. C'est fabuleux le succès qu'on a eu et le nombre de visites qu'on a eu. Voilà. Merci Olivier, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup à vous de m'avoir Merci. interrogé, c'est très sympa. Merci. Là, je traverse l'univers des enfants qui est dans le hall 3. Où on va trouver aussi bien un petit peu de prêt-à-porter que des jouets, que du mobilier spécifiquement dédié aux enfants. C'est un très bel univers avec des pièces vraiment très qualitatives. Hi Casey. Hi there. I heard you had a crazy project. You started 1 year ago. What did you start 1 year ago? Almost a year ago, I started designing a new shelf every day. So every day, usually at the end of the day, I make a drawing for a new idea of a shelving unit. So, yeah. And here at Maison et Objets, you're introducing 3 shelves. Yeah, so these are 3 prototypes based on drawings that I've done from this collection. So we have number 5, number 13, and number 101 of the drawings have been made as prototypes, yeah. You're coming from Chicago. What is your goal to introduce your work at Maison et Objets? That's a good question. I think coming here, I didn't really have a specific expectation besides just to meet people and show some new work that I'm doing. So far, it's been positive. Le hall 4 avec l'espace Fashion Accessories. Là, on peut trouver aussi bien des petits bijoux que des sacs, de la maroquinerie, des pulls en cachemire, le stand Ben Simon. Là, c'est le stand de la marque belge Serax, sur lequel il y a toujours de la musique. Là, je suis face à un objet, donc qui est une plume qui est au bout d'une longue baguette assez flexible et qui se balance. C'est quoi, Victor ? Alors c'est un diffuseur à parfum donc, qui s'appelle Alouette. Et donc c'est en fait une plume d'autruche qui est donc fixée sur une tige de carbone et qui est reliée à un moteur qui fait que la plume se balance et crée avec l'air, enfin diffuse avec l'air un parfum qu'on vient lui apposer directement dessus.
Bonjour Florent. Bonjour. Donc vous avez créé la fabrique des pieds.com. C'est exactement ça. On fabrique des pieds de table, donc en acier, dans le nord de la France, dans notre atelier directement. Et on propose une gamme de à peu près 50 différents produits qu'on peut décliner en différentes hauteurs, en différents coloris, en fonction du choix du client. Donc, ce sont des pieds en métal. Exactement, en métal. Et derrière, on peut laisser l'acier brut si les clients souhaitent garder un peu le côté industriel. Ou sinon, on peut appliquer une peinture. On fait du thermolacage. Et là, on propose toute une gamme de coloris qui peut convenir à tous les clients. Et comment vous est venue l'idée de créer votre entreprise ? L'idée première, c'est en 2014. Je cherchais pour moi des pieds de table en acier que je ne trouvais pas sur Internet. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage d'avoir du mal à trouver des pieds de table qu'on pourrait fixer sur n'importe quel plateau, sur un vieux touret, sur un tiroir d'imprimerie, sur une palette, tout ça. Et étant très manuel, je me suis dit, je vais les fabriquer moi-même. Et donc j'ai fabriqué 4 pieds pour moi et ensuite je me suis dit pourquoi pas les vendre sur Internet. J'ai créé une petite boutique sur un site, sur une plateforme qui s'appelle Etsy. Et de là, pas mal de Français ont commencé à m'acheter mes pieds et du coup la fabrique des pieds est née. Tout simplement, et aujourd'hui on se retrouve à Maison et Objets, c'est juste dingue. Donc à aujourd'hui on était plus axé sur le particulier et maintenant on s'ouvre aux professionnels, aux architectes, décorateurs qui souhaitent avoir un pied sur mesure adapté à la taille d'une table bien précise. C'est l'avantage de pouvoir fabriquer les pieds nous-mêmes dans notre atelier, on peut faire des pieds sur mesure. Tous les pieds sont faits à la commande. Exactement, on n'a pas de stock, on fait tout à la commande, mais en même temps on a un délai qui est relativement court, on a 15 jours de délai de fabrication sur les produits standards et ça peut aller jusqu'à 4 semaines, voire 6 semaines sur des pieds sur mesure, sur croquis, sur plan ou sur photo. C'est quoi le projet le plus ambitieux ou le plus atypique que vous aviez eu l'occasion de faire ? Le projet le plus atypique et là où on est le plus fier, c'est d'être reconnu par une archi qui est assez connue en France, qui s'appelle Sophie Fergiani, qui anime une émission de décoration sur M6. Elle adore mettre nos pieds dans son émission et en plus elle vend nos produits dans sa boutique à Marseille et donc ça c'est une sacrée fierté. Sinon il y a aussi l'aménagement d'hôtels, de restaurants et c'est toujours une fierté de voir nos produits sur des grands projets. On a eu l'occasion notamment d'équiper un hôtel à Lyon, un hôtel Mercure, où chaque table de chevet est réalisée avec nos pieds dans chacune des chambres. Donc ça fait combien de pieds ? Ça fait beaucoup de pieds, au moins une centaine, je ne sais plus de mémoire, mais ça doit être à peu près 120 ou 130 pieds. C'est un projet qui mobilise du coup les équipes de production dans le Nord pendant un petit bout de temps du coup. Exactement, et quand on fait ce type de projet, il y a toujours une fierté de moi, mais aussi de toute l'équipe. Ils se disent, on a commencé à faire 4 pieds, on vendait par 4 pieds, et puis le fait de travailler sur des plus gros projets, c'est une superbe fierté. L'équipe est composée de combien de personnes ? Donc actuellement on est 5, mais là on est en plein développement, on va bientôt très vite 7-8. Donc on a 3 personnes à l'atelier qui fabriquent des pieds à longueur de journée. Il y a moi qui pilote un peu l'équipe et qui travaille sur les nouvelles idées, les nouveaux pieds et les nouveaux designs. Et ensuite il y a Amélie qui s'occupe de la communication pour faire connaître la fabrique des pieds à un maximum de monde. Ok, merci Florent et au plaisir de venir visiter l'atelier parce qu'on est presque voisins. Exactement, il faut venir, on est à 20 minutes de Lille dans la campagne et on ouvre l'atelier à tout le monde. Donc chaque client qui souhaite voir les petits secrets de fabrication, il ne faut pas hésiter à venir. Merci. Merci. Dans le 5A, on a Craft. Ici, on trouve des pièces artisanales. C'est un espace qui met en avant les métiers d'art. On trouve vraiment de très très belles choses. Plutôt de petites pièces, des bijoux, des objets de décoration. En Maison et Objets, c'est plus de 2500 exposants, donc c'est un salon qui est gigantesque. J'arrive dans le hall 6, donc on retrouve l'univers unique et éclectique, et également l'univers Today, qui est l'univers dans lequel j'ai enregistré la grande majorité des échanges que j'ai eus sur le salon, parce que c'est vraiment l'univers où je trouve ce qui me ressemble le plus. Pour autant, c'est une erreur de faire uniquement ce hall-là, puisqu'il y a des marques qui parfois sont à cheval entre deux univers et peuvent se retrouver
dans une zone complètement différente et c'est toujours dommage de passer à côté. Donc c'est bien, j'aime bien faire un tour du salon en général complet. Je le fais pas à chaque fois, mais un tour rapide de toutes les allées, c'est plutôt chouette et on a toujours de belles surprises. Bonjour Arthur. Bonjour Frej. Donc tu es le cofondateur de John Doe, je le prononce bien ? C'est parfait. Très bien, merci. Comment est-ce qu'on décide de créer une marque de mobilier du jour au lendemain en se réveillant comme ça ? Je peux pas dire comment ça se crée de manière générale, mais nous, comment ça nous est venu. On n'a pas abordé le mobilier ou la création d'une entreprise de mobilier par la voie standard. On n'est ni designer, Xavier et moi-même, ni architecte, ni fabricant. On l'a plutôt abordé sur la question de la fabrication et du process. Alors évidemment on aime le design, on aime le mobilier parce que c'est quelque chose dans lequel on vit maintenant 24 heures sur 24 depuis bientôt 3 ans. Donc évidemment c'est un produit qui nous tient à cœur. Mais nous on l'a plutôt vu comme un milieu où on pouvait peut-être connecter des choses qui soient très traditionnelles en termes de fabrication, de savoir-faire, et en même temps des clients qui sont attirés par le web, par une certaine simplicité, fluidité. Et on s'est dit qu'il y avait des choses à améliorer pour l'expérience de Monsieur Tout-le-Monde dans l'achat d'un meuble aujourd'hui, que ce soit en termes de services, de choix proposés. Et c'est vraiment ce point d'ancrage qu'on a pris, nous, pour créer l'entreprise de mobilier. Il y a quelque chose d'assez unique sur votre site, c'est qu'il y a une grande transparence sur le prix, au niveau des marges, des différents aspects, comme le marketing, le prix du bois et tout ça. C'était quoi le souhait en faisant ça ? On trouve que le milieu du mobilier et de l'achat de meubles est assez opaque, assez obscur en général. C'est-à-dire que on ne sait pas lorsqu'on achète un meuble ce que l'on paie vraiment. Est-ce que c'est le designer qui a créé le meuble ? Est-ce que c'est le fabricant ? Est-ce que ce sont les vendeurs en boutique ? Est-ce que c'est la communication ? Est-ce que c'est le marketing ? Voilà. Et évidemment, nous, on trouve un petit peu dommage d'acheter chez pas mal de personnes des meubles qui coûtent 1 000 € et au final seulement 150 € sont reversés aux fabricants et tout le reste c'est des intermédiaires, des grossistes, de la communication, enfin des choses qui sont nécessaires pour le développement d'une entreprise évidemment, qu'on ne remet pas du tout en question, mais en revanche les proportions sont parfois un petit peu démesurées. Et nous ce qu'on a voulu faire, déjà on a voulu expliquer à nos clients ce qu'ils payaient concrètement, combien un designer, personne qui a designé le meuble et qui a passé du temps à travailler sur ce projet va toucher lorsqu'on achète un meuble, lorsqu'on nous achète un meuble, combien le fabricant qui travaille à la réalisation de son meuble va également gagner, combien John Doe a besoin d'argent pour gagner. On a décidé que c'était important de le mettre en valeur parce qu'il y a beaucoup de choses dont on ne se rend pas forcément compte quand on achète un meuble, des coûts qui peuvent nous paraître cachés et qui paraissent évidents une fois qu'on les connaît. Et aussi on trouve on essaye de mettre en place quelque chose qui est transparent et aussi sain au niveau de la valeur qu'on apporte. Et voilà, les gens quand ils achètent un meuble chez John Doe, il y a une énorme partie qui liée à la matière première, les matériaux qu'on utilise et leur qualité, à la fabrication. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour nous que les gens paient pour l'objet au final. Et on pense qu'on est parmi les personnes qui arrivent à proposer, disons, un rapport qualité-prix qui est compétitif et vaut la peine d'être mis en œuvre. Voilà. Comment ça se passe pour s'inscrire à Maison et Objets ? Okay. Alors, pour s'inscrire, c'est vraiment très simple. Il suffit simplement de s'inscrire sur le site internet de Maison et Objets, de décrire un petit peu le profil de son entreprise. Est-ce qu'on est un éditeur de mobilier, un fabricant de mobilier ? Est-ce qu'on vend plutôt des meubles ou des objets de décoration ? Ensuite, du coup, Maison et Objets va
regarder votre candidature et amorcer une discussion avec vous pour savoir à quel endroit est-ce que ils pensent que vous êtes les plus adaptés, parce que le salon du coup est réparti en différents espaces et à peu près chaque type d'entreprise à chaque type d'entreprise correspond un espace dédié. Donc disons que l'inscription n'est pas très compliquée. On achète un espace donné, des services donnés. Ça, je dirais que c'est pas la partie la plus compliquée. Ce qui est la plus compliquée, disons, c'est plutôt de savoir pourquoi est-ce qu'on vient à Maison et Objets. Il faut bien comprendre que c'est un salon qui est réservé aux professionnels à la base, mais des professionnels, il y en a de tout type. Il y a des personnes qui viennent du monde entier parce qu'elles ont des entreprises ou des magasins, elles viennent acheter des meubles pour les distribuer, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des designers qui viennent sur le salon. Il y a également bon nombre d'architectes d'intérieur, de designers d'intérieur. On a aussi de décorateurs d'intérieur, et puis on a aussi la presse qui vient souvent pour voir les tendances, et donc c'est l'occasion de parler avec vraiment toutes ces personnes-là. Et moi je pense que c'est vraiment important avant Maison et Objets de se poser les questions de à qui on veut parler et de quelle manière, et ça va découler beaucoup de choses en fait. Et l'emplacement qu'on désire avoir, et la manière dont on va organiser son stand, la manière dont on va se présenter ou présenter notre concept. Voilà, je dirais que la partie compliquée, c'est plus celle-là. Et après, évidemment, il y a, en fonction de l'espace où on est, un stand à créer, penser, dessiner pour la cible qu'on vise. C'est vraiment... surtout quand on est une jeune maison d'édition, disons que pour les grosses entreprises, Maison et Objets, c'est pas une question. Il faut être là. C'est l'endroit où ces clients qu'on a partout en France ou en Europe viennent vous rencontrer pour passer commande des nouveautés, disons. Quand on est une jeune marque, c'est un budget conséquent, donc il faut vraiment bien identifier en amont ce pourquoi on vient. C'est pas un point de passage obligé. Il faut vraiment prendre le temps de savoir si oui ou non je veux venir, si je veux venir, pourquoi, qui est-ce que je veux rencontrer et comment je vais construire du coup, si je décide de venir, une structure à même d'accueillir au mieux ma cible. Voilà. Et tu as déjà décidé si tu venais en janvier ? Non, nous ne l'avons pas encore décidé. Je pense que après le salon, on a vraiment eu énormément de discussions avec une multitude de gens. On prendra le temps de se poser, de réfléchir, de voir si on revient de quelle manière, quand aussi. Beaucoup de gens viennent une seule fois par an sur Maison et Objets, soit en janvier, soit plutôt en septembre. Donc, on va déjà... C'était un petit peu un tourbillon en fait, c'est quelques jours à Maison et Objets. C'est très intense. Et, on va prendre le temps de se reposer des questions, de débriefer tous les deux, tous ensemble sur ce moment, et on prendra la décision un peu plus tard. Merci Arthur. Merci Frégin. Ma visite du salon Maison et Objets est terminée. Rendez-vous en janvier 2019 pour la prochaine édition.